Je ne vois plus personne en salle d'attente, donc on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Suzy Chevet, je suis chef de projet Cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom à la fois de l'équipe des cités éducatives, mais aussi de celle des cités de l'emploi et du réseau national des CRPV. Nous nous sommes mobilisés tous ensemble pour construire un cycle de webinaires en deux parties qui est dédié à l'insertion à l'emploi des jeunes en QPV. En fait, on s'est dit qu'on n'était pas de trop de se mettre au moins à trois équipes pour voilà, essayer de construire des séances un peu pertinentes sur le sujet. Donc, la première partie de ce cycle de webinaire a eu lieu le 7 décembre. Je vais vous remettre le lien dans quelques instants sur le chat. Vous pouvez le visionner. Donc, c'était une table ronde entourée d'experts. On avait notamment le CEREC qui nous a fait une présentation on va dire, du profil de la jeunesse en QPV au regard de l'emploi, et notamment des qualifications. Et ensuite, on a eu un échange avec voilà, un sociologue et un conseiller en politique emploi, qui était vraiment voilà, très intéressant pour cadrer ce sujet. Donc, je vous invite vivement à aller visionner ce premier webinaire. Et aujourd'hui, c'est donc la deuxième partie, on se retrouve pour celle-ci, qui prend la forme cette fois en fait d'une présentation de plusieurs initiatives et actions spécifiques qui sont dédiées à l'emploi des jeunes. Donc la séance va durer à peu près, on va dire, 1 heure et quart. Je vais vous inviter à déposer, n'hésitez pas à vos questions dans le chat au fur et à mesure. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à mettre votre nom, votre structure et votre territoire dans le libellé si c'est possible, pour qu'on sache un peu qui est dans la salle, notamment quand il y aura des échanges. On vous en remercie par avance. Et puis, je vais laisser la parole à Christophe qui va animer ce webinaire. Christophe Rochard, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rochard, chargé de mission à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine, et je suis accompagné pour cette animation de Stéphanie Turby. Stéphanie, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, Stéphanie Turby, je suis la directrice du centre de ressources de la politique de la ville de La Réunion et j'ai participé à co-élaborer les programmes de ces deux webinaires avec mes collègues et la NCT. On va donc démarrer sans plus attendre. Je vais vous présenter nos trois intervenants aujourd'hui qui vont nous partager donc trois expériences. Donc Marie-Paul Zanardo, bonjour Marie-Paul. Vous êtes Bonjour à coordinatrice tous. à Strasbourg de la Cité de l'Emploi et vous nous parlerez d'un événement qui a consisté à mettre en relation des demandeurs d'emploi, des collégiens, des lycéens, avec tous les professionnels de l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. Ce sera donc dans quelques instants. Je vous présente notre deuxième témoin, Sophie Gourlaouen. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes directrice de la mission Ville inclusive et lutte contre les discriminations à la ville de Villeurbanne. Et vous nous présenterez une action de lutte contre les discriminations ethno-genrées à l'orientation scolaire. Et enfin, Pascal Rousset de l'APEC. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Pascal, vous êtes responsable des activités institutionnelles et partenariales à l'APEC et vous nous partagerez une expérience, des expériences même avec des BTS et des Bac+3 sur donc l'accompagnement des jeunes diplômés pour à la fois poursuivre leurs études ou pour pouvoir accéder plus facilement à un emploi de cadre. Et Pascal, eh bien, c'est avec vous que je vais commencer et c'est une question que je poserai à chacun de vous trois de manière successive. Pascal, je vais vous demander de nous dire dans un premier temps pourquoi vous avez mis en place cette action assez rapidement, et puis ensuite de décrire les actions, en quoi ont-elles consisté, quelle a été leur mise en œuvre. Et vous avez à peu près 5 minutes pour cette première partie. C'est à vous, Pascal. Merci. Alors la première action, que je vais partager avec vous, c'est celle qui concerne, les BTS du lycée Brossolette, à Villeurbanne. Alors en fait, c'est parti d'une interrogation et d'un retour d'expérience et d'information de la NCT, donc de Alix, constatant qu'effectivement, c'était au niveau des bac+2, d'ailleurs argumenté et largement, enquêté là-dessus au niveau du CEREC, que c'est au niveau des bac+2 qu'il y avait le plus grand risque d'obtenir à l'issue d'un bac+2, d'un BTS, hein, d'obtenir un emploi qui ne serait pas à la hauteur de ce diplôme. Donc, et de risquer de se retrouver déqualifié
beaucoup plus qu'après un bac+3 et un master. Donc, fort de cette connaissance, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de donner à voir le marché de l'emploi à ces jeunes-là, quand ils sont en BTS, en dernière année de BTS, leur dire, ben voilà, vous avez un BTS, il n'y a pas de souci sur l'insertion, hein, il y a de l'emploi, mais cependant, si vous poussiez vos études, voilà ce qu'on peut avoir comme poste dans vos filières avec bac+3 et bac+4 et plus. Donc, on est intervenu grâce, encore une fois, à la NCT, dans le lycée Brossolette, auprès de deux BTS, un BTS commerce et un BTS comptabilité. Donc, il y avait 60 étudiants, 60 lycéens dans chacune de ces promotions. Et donc, on a présenté ce qu'était le bac+3 et 4 et plus au niveau de la comptabilité, du commerce, les rémunérations, comment elles évoluaient, et puis la finalité étant de dire comment on peut accéder à ces formations. Et on a fait un focus sur la promotion de l'alternance, alternance dont on sait, c'est là aussi très argumenté, très illustré, que c'est vraiment un des moyens efficaces pour corriger, entre guillemets, les difficultés de ces jeunes-là. Corriger en termes de succès, de réussite, mais également de salaire, hein. Il y a un effet très net entre, à diplôme égal, ceux qui ont fait ou pas de l'alternance. Donc, on a insisté là-dessus. Il y a eu une très, très forte mobilisation et intérêt de ces jeunes. Et pour nous, c'est aussi une première, puisque on n'intervient pas en termes d'accompagnement auprès des bac+2. Par contre, là, on apportait de l'information, donc c'est notre rôle, puisque nous avons un département information et études, d'où le fameux étude trajectoire que l'on vient de livrer sur l'insertion des jeunes QPV après bac+3 et plus. Et la deuxième expérimentation, c'est une semaine qu'on a totalement dédiée au QPV entre le 11 et le 20 octobre, qui comprenait à la fois, donc au niveau national, hein, qui comprenait à la fois un certain nombre de webinaires, 10 webinaires spécifiques, et puis des actions présentielles de type atelier pour réussir son insertion professionnelle. Donc, on a déployé ça sur l'ensemble du territoire et on a eu un certain nombre de participants, mais je pense que je reviendrai là-dessus sur l'aspect après quantitatif. Voilà les deux expériences que l'on a conduites très récemment autour de ces sujets, sachant que l'APEC a dans sa feuille de route, fixé par sa gouvernance, qui est paritaire, hein, le suivi des jeunes issus des QPV, donc dans le comptage que l'on fait de toutes les actions que l'on propose auprès des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Alors, une question peut-être de compréhension sur la réalisation de l'action, la deuxième action. On comprend bien que les webinaires sont dédiés à tous ceux qui ont envie de s'inscrire et de se connecter, mais les ateliers il y a eu des ateliers en présentiel également, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ces ateliers se sont déroulés, sur quel territoire? Tout Combien de à fait. territoires en France, par exemple? Alors, ils se sont déroulés dans la mesure du possible sur toutes les régions. Et ils se sont déroulés dans des lieux spécifiques qui étaient en lien avec nos partenaires privilégiés. Et encore une fois, notamment par une mise en relation d'Alix. Donc, quand c'était possible, ils se sont tenus dans des locaux proposés par des bailleurs sociaux dans les QPV, donc des centres sociaux, par exemple, hein. Donc, et quand c'était possible aussi, auprès des CROUS situés en QPV. Et enfin, on a dans certains cas où ça a été dans d'autres locaux, comme on l'a vu à Besançon, par exemple, où c'était ni dans un crous, ni dans un, ni dans un, dans un local prêté par un bailleur social. Donc voilà, c'était aussi une Très idée de bien, pouvoir s'appuyer ouais, là-dessus. bien. Merci Pascal. On a hâte, de découvrir la suite pour la question suivante, mais je vais, aller vers Villeurbanne et donc, la même question pour Sophie Gourlaouen. Est-ce que vous pouvez nous dire, à quelle, problématique, l'action répond? Et puis de décrire l'action que vous avez mise en place, sur la lutte contre les discriminations dans l'orientation scolaire. Ok, j'ai 5 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, bon, déjà, je prends une petite précaution pour dire que ce projet, en fait, de Discrio, c'est pas moi qui étais aux manettes. Moi, je suis à Villeurbanne, là, depuis 2 mois et demi, en fait. Donc, peut-être qu'il y aura des imprécisions dans ma présentation, même si je vais essayer de faire au mieux. Voilà, ces petites précisions, ces précautions plutôt étant prises sur le pourquoi Villeurbanne s'est lancé dans cette expérimentation, en fait.
il y avait sans doute une conjonction de facteurs entre l'antériorité autour d'une politique publique de lutte contre les discriminations qui était assez ancienne, qui était assez ancrée à Villeurbanne, qui est une politique qui a une quinzaine d'années, qui s'est construite aussi à la fois autour d'un critère et d'un domaine, donc beaucoup autour des discriminations liées à l'origine ethno-raciale, et autour d'un domaine qui a été celui de l'emploi. Depuis, sa politique s'est élargie et à d'autres critères et à d'autres domaines. Elle a travaillé sur le logement, sur l'accès au crédit bancaire, demain sur l'accès à la santé. Mais voilà, c'est pour vous resituer à la fois le contexte dans lequel et l'antériorité de la politique de LCD, en fait, telle qu'elle a été conçue, construite et menée à Villeurbanne. L'autre élément déclencheur, c'était aussi des enquêtes, en fait, qui montraient notamment les enquêtes TO2, mais il y avait eu quelques travaux aussi de sociologues qui montraient que les orientations après le collège, en fin de troisième, en fait, étaient différenciées, pas seulement en fonction de la catégorie sociale, mais aussi selon l'origine croisée avec le sexe. Voilà, et que cette orientation, elle se faisait différencier plutôt au détriment, en fait, des hommes. D'où le projet qui est intitulé sur la lutte contre les discriminations socio-ethno-genrées, en fait, donc qui croise à la fois la situation sociale, l'origine supposée et le sexe. Voilà. Et puis après, sur ce qui a et que ces études croisaient également un sentiment de discrimination des familles et des élèves, en fait, qui pouvaient remonter en fait du terrain. Donc toute cette conjonction, voilà. Et le troisième peut-être facteur déclenchant, ça a été aussi l'opportunité du fonds d'expérimentation à la jeunesse, où il y a eu un appel à projet qui a été lancé en fait par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, voilà, et auquel Villeurbanne a postulé avec ce projet. C'est un projet et qui a été retenu dans ce cadre-là. Donc, il y a eu l'opportunité de pouvoir structurer un projet, des partenariats, des financements, etc. C'est un projet qui a débuté en 2019, qui a duré 3 ans, en fait, qui s'est articulé autour, qui a été co-animé donc par la ville de Villeurbanne et l'inspection académique du Rhône, qui a réuni en termes de partenariat plusieurs collèges de Villeurbanne, le centre d'information et d'orientation de l'Est lyonnais, des associations villeurbanaises d'accompagnement scolaire, des fédérations de parents d'élèves, qui a été aussi accompagné par la constitution d'un conseil scientifique et encadré par une équipe de sociologues, en fait, pour vérifier les méthodes d'intervention, d'analyse, etc., qui ont été mis en place, et puis qui a été évalué avant, pendant et après le projet par un cabinet d'évaluation qui est le cabinet ISM Quorum, peut-être que vous connaissez. Sur le déroulement de l'action, le projet s'est déroulé donc pendant ces 3 années. Il y a eu le Covid aussi qui a coupé, c'est pour ça que ça a duré 3 ans. Mais autour de il y avait 3 axes. Il y avait un axe formation, en fait, donc avec une formation qui était délivrée, il y a quand même 150 personnes à peu près de formées, en fait, des formations. Il y a eu 12 sessions de formation de 2 jours, des équipes éducatives, avec des apports de connaissances en termes autour du droit, de sociologie, de psychosociologie, etc. Il y a eu une formation juridique aussi qui a été faite à des parents d'élèves, au centre d'information et d'orientation. Il y a eu un axe diagnostic et analyse de la pratique avec des recherches-actions qui ont été menées, enfin 4 groupes de recherches-actions qui ont été réalisés autour des bulletins scolaires, autour des relations entre professeurs et élèves, autour d'une observation sur le dispositif d'orientation concertée. Sophie, Ouais. moi je ne vous entends pas très bien personnellement. Est-ce que c'est peut-être que vous êtes un petit peu loin du micro? Je ne sais pas. Allez-y, continuez. Je ne sais pas si votre micro est tout près, mais il y a eu des petits blancs. Il y a eu des petits blancs. Poursuivez. Alors, c'est peut-être la connexion. Ouais. Et un 4e groupe sur le recueil de la parole des élèves, en fait, autour des discriminations vécues. Voilà. Et ensuite, il y avait un axe sur le fait de mettre en œuvre des actions correctives et de diffuser les enseignements de ce projet. Voilà, dans les très, très grandes lignes, comment le projet s'est constitué et a été mené. Merci Sophie. Moi, je retiens là déjà un territoire qui a une longue histoire sur la question des discriminations
et donc qui est prêt à continuer. C'est un vrai facteur facilitant. Et puis une action assez ambitieuse et assez complexe aussi, parce qu'il y a plein de choses. Il y a de la formation, il y a de la recherche-action, il y a des enquêtes terrain, donc c'est quelque chose d'assez complexe et intéressant. Donc j'ai hâte d'être à la question 2, mais on va devoir attendre un petit peu. Merci Sophie, à tout à l'heure. J'enchaîne donc avec la troisième présentation d'expérience, et donc je me tourne vers Marie-Paul Zanardo à Strasbourg. Donc, même question, pourquoi vous avez mis en place cette action? Et puis surtout, décrivez-nous en 5 minutes l'action ou les actions que vous avez mises en place. Alors, c'est une action que nous avons mis en place en commun avec la cité éducative de Haute-Pierre. Mais pour le pourquoi, c'est d'abord une volonté de la sous-préfète en charge de la politique de la ville à la création de la cité de l'emploi, d'impliquer les acteurs économiques dans la cité de l'emploi et de les ouvrir sur le territoire. Et l'ADETS souhaitait aussi faire de la promotion des métiers, notamment auprès d'un public jeune. Et sur le territoire, nous avons les hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais vraiment en plein cœur du quartier d'Haute-Pierre. Et donc, tout simplement, on s'est focalisé sur ce choix. La sous-préfète ayant initié un premier rendez-vous de travail avec les hôpitaux, on a identifié leurs besoins. Et leur besoin, c'est de faire connaître leur métier, puisque en tant que premier recruteur d'Alsace, hein, puisque les hôpitaux ont 5 établissements, regroupent 11 000 salariés, ils ont de gros besoins en recrutement. Et en fait, d'avoir aussi un renouveau de vocation, puisqu'après le Covid, il y a eu quand même un peu un effet retour, hein, sur le fait d'intégrer les formations en tant qu'aide-soignant, infirmière, etc. Donc, c'est de revaloriser différemment leur image. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit avec la cité éducative un partenariat, une collaboration. On a dit d'aller les voir ensemble pour créer un projet mêlant collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. Et donc, sur une journée, on a imaginé un parcours, le matin réservé aux scolaires et l'après-midi aux demandeurs d'emploi, avec des pôles regroupant les 4 grandes familles présents au sein de l'hôpital, donc le service administratif, mais tout ce qui est logistique et technique. Il y a des agents de maintenance au sein de l'hôpital et il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc de la restauration aussi, mais également le paramédical. Il y a des des agents de maintenance en bâtiment, mais aussi par rapport aux appareils médicaux. Et ça, c'est un métier assez méconnu, mais qui est très stratégique. Et puis aussi un pôle médical avec toutes les spécialités, les grandes spécialités présentes. Donc, ce parcours était aussi émaillé d'un moment où il y avait des témoignages de personnes issues du quartier travaillant au sein de l'hôpital de Haute-Pierre. Donc, en tant qu'infirmière, en bloc opératoire, en tant que technicienne en stérilisation et dans le pôle secrétariat. Montrer effectivement que tous les métiers étaient aussi accessibles à des personnes résidant sur le quartier. Et donc, un des buts aussi poursuivis par rapport à cette collaboration, c'est d'ouvrir l'hôpital aussi sur les stages de troisième. C'est assez compliqué pour le quartier de trouver des stages et à l'hôpital de les accueillir. Donc, à voir comment on pouvait aussi faire cela. Donc, en fait, le jour dit, 150 collégiens sont venus, une centaine de lycéens et 70 demandeurs d'emploi sur cette journée. Merci Marie-Paul.
Puis on va passer à la question 2. On a planté le décor. Avant de passer à la question 2, je voudrais rappeler que donc, vous avez à disposition le chat et que vous pourrez évidemment réagir, poser des questions. La prise de parole orale va pas forcément être aisée, mais n'hésitez pas à nous partager vos expériences et poser vos questions. On va s'en faire le relais. Je salue d'ailleurs notre excellente collègue Morgane Petit, directrice de l'IREF, qui fait partie de l'équipe projet et qui va distiller quelques ressources dans le chat au fil des échanges. Et je passe la parole à Stéphanie pour la suite du webinaire. Merci Christophe, merci pour ces belles présentations. Donc effectivement, à la suite de la présentation et des raisons pour lesquelles tous ces projets ont été mis en place, toutes ces actions, toutes ces expérimentations ou expériences ont été mises en place, on aimerait aussi vous entendre sur une partie un peu plus analytique et tirer les enseignements de ces actions. Donc, je vais commencer par l'ordre de présentation tout à l'heure avec Monsieur Rousset, justement, sur quel bilan analytique on pouvait tirer de ces expériences, quels enseignements on peut en retirer et quels ont ainsi été les effets produits sur les publics et ou les partenaires, et en essayant d'avoir peut-être à l'esprit la coopération entre tous les acteurs. Tout à fait. C'est même la conclusion de, c'est la conclusion de l'expérimentation, surtout celle qui s'est déroulée, comme je vous disais, du 11 au 20 octobre. On a retiré de cette expérimentation, de cette expérience en l'occurrence, le fait que les résultats. D'abord, il faut citer les résultats, il faut mentionner les résultats. On a eu 296 participants sur toute la France à nos ateliers, tout confondu, qui représentaient plus de 1200 consommations de services, entre guillemets, de webinaires, il y avait aussi parfois des job dating, voilà. Et puis les fameux ateliers présentiels, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des cités de l'emploi, dans des cités, des résidences, sites universitaires, résidences, HLM. 1200 consommations, ce qui fait à peu près 4 consommations par personne inscrite, mais au final, que 296 participants, ce qui est extrêmement, extrêmement peu. Et on se confronte à une difficulté de l'APEC, on n'est pas les seuls, mais quand même, comme on s'adresse à une population de Bac plus 3 et plus, diplômés ou en études Bac plus 3 et plus, on a finalement une grosse difficulté lorsqu'on veut aller vers à pouvoir attirer ces jeunes. En fait, on a, j'ai presque envie de dire, chaque année, bon an, mal an, à peu près entre 3500 et 4000 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, dûment ciblés et dûment validés par la NCT mensuellement. Donc annuellement, on a à peu près ce volume-là, mais on est sur ce qui représente entre 8 et 9% de nos jeunes accompagnés, mais c'est du spontané quelque part. Donc, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui et depuis quelque temps, c'est d'aller vers, c'est vraiment de s'installer auprès de ces jeunes pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'ils ont très tôt, le plus tôt possible, d'être accompagnés par l'APEC, parce qu'on sait qu'on peut, dans une mesure relativement importante, les aider et corriger peut-être certaines difficultés, comme le retard pour décrocher le premier job, comme la difficulté qu'il y a à savoir comment se positionner sur un entretien de recrutement ou comment on négocie sa rémunération. Enfin bref, tout un tas de choses qui sont plutôt sur lesquels d'autres jeunes sont plus à l'aise ou plus formés et sur lesquels ces jeunes-là sont moins armés, notamment le réseau, qui est vraiment une vraie difficulté. Alors, si je devais reprendre ce que disait Madame Gourlaouen, effectivement, c'est d'abord et avant tout un problème social, mais qu'il y a une sur-difficulté liée au problème ethnique et la représentation qu'en ont les employeurs du fait qu'il y a une sur-représentation des jeunes issus de l'immigration. Donc, c'est un problème social, le manque de code, le manque de connaissances, le manque de réseau, et ça se renforce, ça s'aggrave quelque part par le fait qu'il y a aussi une dimension ethnico, d'origine. Donc, on sait qu'on peut agir là-dessus et qu'on a les moyens de le faire, mais c'est difficile de les contacter. Cette prise de conscience nous a amené à deux choses. D'abord, on a des partenaires relais importants
connus, reconnus. Je vais en citer qu'un, NQT par exemple, nos quartiers ont des talents, parce que bah, justement, il est sur le mentorat, et on sait que le mentorat, c'est une chose qui est importante hein, pour pouvoir accélérer l'insertion professionnelle. Mais il n'empêche que on s'est rendu compte que c'est pas forcément ces associations-là, pardon, qui sont en prise directe avec le terrain. Il y a une constellation d'intervenants, d'acteurs autour des sites de l'emploi, par exemple, hein, qui sont en prise avec les parents, avec les jeunes, avec certains jeunes. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit être connu et qu'on doit essayer de se rapprocher pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a de parfois nous orienter ces jeunes vers nous. Donc l'idée, c'est que il faut que vraiment, avant d'aller vers, il faut que d'abord et avant tout, on réinvestisse le maillage territorial au plus fin. Et là-dessus, on a besoin de vous, il faut être très clair, on a besoin des cités de l'emploi et on a besoin de partenaires presque, j'ai envie de dire, naturels, comme les bailleurs sociaux. Donc, premier constat, on n'est pas assez connu, reconnu pour pouvoir drainer, entre guillemets, ces jeunes-là, des acteurs de terrain. Deuxième constat, on n'a pas forcément le discours qui convient et ça nous amène à réfléchir, là, au niveau de la communication de l'APEC, hein, au niveau du siège de l'APEC, au niveau de sa gouvernance, hein, sur comment s'adresser, quel type de message passer pour répondre à quelle problématique. Vous voyez, donc c'est une réflexion en cours et ça nous a amené à recruter dans 5 régions des chargés de mission entièrement dédiés au QPV. On a déjà des chargés de mission à l'APEC. Là, on a recruté donc 5 dans la région Hauts-de-France, Grand Est, Aura et puis Occitanie et enfin PACA, des chargés de mission dont cette année, dans 2024, hein, ils auront pour objectif d'aller vers, de faire connaître l'APEC et de co-construire des feuilles de route d'actions concrètes avec des partenaires. Ça nous a aussi amené, et je conclurai là-dessus, à investir les bailleurs sociaux, et notamment un bailleur qui s'appelle Erilia, qui est un bailleur très implanté en national, mais très implanté quand même dans le sud. Hein. Il est implanté fortement sur les régions que je viens de donner. Là, et on va co-construire avec eux une action, des actions à façon, sur mesure, en allant au plus près des quartiers, en bénéficiant aussi de tous les structures avec lesquelles ils sont déjà en relation. Par exemple, une chose sur laquelle on va travailler et qui a été portée à notre connaissance, c'est l'importance dans les cités, hein, c'est l'importance des gestionnaires, autrement dit des personnes de proximité. Gestionnaire, c'est le nouveau terme pour les gardiens d'immeubles. Hein. Ben là aussi, ils connaissent leur population beaucoup plus que tout le monde, mais par contre, nous ne connaissent pas et nous ne les connaissons pas. Donc, voilà. Donc c'est des choses très très pratiques, très concrètes, mais qui nous amènent nous à prendre beaucoup de recul sur ce qu'on a fait. Voilà. Et l'idée, c'est que on a voulu faire quelque chose d'un peu descendant, un peu faire une action pilotée par le haut pour aller vers les régions et voire même au plus près des villes. Hein, et ce n'est pas la bonne maille. Et enfin, travailler avec un bailleur social comme Erilia nous donne aussi l'occasion d'investiguer une autre strate qui est aussi une demande de direction générale et qui est plus complexe, qui sont les ZRR, les zones rurales de revitalisation. Plus complexe parce que c'est pas évident de les toucher. Et l'avantage, c'est que là, on va pouvoir tester, toujours grâce à Erilia, les ZRR qui se trouvent aussi en QPV. Il y a un certain nombre de logements collectifs qui sont à la fois en ZRR et en QPV, donc ce qui nous permettra de voir également quelles sont les attentes particulières de ces jeunes-là et puis proposer quelque chose d'adapté. Donc, c'est pas un mea culpa, mais c'est quand même une prise de conscience qu'il faut toujours et encore plus investir auprès du terrain. Et alors, on travaille les cités de l'emploi. On a échangé tout à l'heure avec Madame Zanardo hein, sur les cités de l'emploi de Strasbourg. On en a Occitanie, mais je pense aussi qu'on va continuer grâce au travail d'Alix à se rapprocher de vous et à venir pour collaborer au plus près avec nos moyens qui sont renouvelés, j'ai envie de dire, au niveau des QPV. Très bien. Merci beaucoup pour justement
cette réactivité que vous avez face aux résultats qui, même si c'est pas extraordinaire, il y a quand même une prise de conscience et je trouve ça, assez intéressant de pouvoir, justement, corriger le coche et de s'appuyer sur des partenaires investis, et j'ai envie de dire aussi tous les coordonnateurs de la politique de la ville peuvent aussi, venir en soutien et j'ai envie de dire même les adultes relais qui, sont, directement en prise avec les habitants des quartiers. Merci beaucoup. Donc on poursuit notre tour d'horizon, avec madame, Gourlaouen, justement, avec cette même question que je vais vous poser, hein, donc les 3 expériences vont subir les mêmes questions, les mêmes interrogations. Donc quel bilan analytique et enseignement de l'action? Quels effets produits sur les publics et les partenaires? Justement et en ayant à l'esprit toujours ce modèle de coopération, de travail collaboratif. Sur les enseignements de l'action, bon, je dirais quand même qu'il y a eu un premier enseignement, enfin, ce que cette expérience a produit et a apporté, il me semble, c'est d'améliorer quand même la connaissance sur un sujet des discriminations à l'orientation scolaire qui est peu étudié et peu travaillé en France. Voilà. Donc il y avait en tant que tel un sujet en fait qui a permis par les recherches-actions qui ont pu être menées d'améliorer la connaissance sur la façon dont les mécanismes de production d'inégalités, les biais d'interaction conscients ou inconscients, souvent inconscients d'ailleurs et invisibilisés, qui ne sont pas des discriminations en tant que telles, mais comment, mis bout à bout, peuvent produire en fait des inégalités de traitement et dans l'orientation scolaire. Donc, il y a quand même cette dimension par la recherche-action qui a été faite et qui donneront lieu d'ailleurs à des publications, par les observations qui ont pu être faites des bulletins scolaires, des interactions entre les professeurs et les élèves, entre les professeurs et les parents d'élèves au moment des dispositifs d'orientation concertée, etc. Quand même, tout ça permet de nourrir la connaissance sur ce sujet. Donc ça, c'est sans doute un des apports importants de ce projet-là qui a été mis en place. Après, peut-être que le deuxième enseignement, il relève aussi de toutes les difficultés à travailler en fait sur ce sujet, qui vient aussi percuter des référentiels au niveau de l'éducation nationale, etc., qui ne sont pas évidents. C'est difficile d'avancer sur le sujet des discriminations dans l'orientation scolaire. Voilà, c'est pas simple. Et ça montre aussi peut-être que le savoir ou la connaissance ne suffisent pas toujours à faire changer les pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a produit parfois vous disiez sur les publics ou sur les partenaires. Après, ISM Quorum a mené justement ce travail d'évaluation. Je reprends un peu leurs termes, mais ça serait intéressant. Enfin, voilà, ils ont produit eux-mêmes un rapport d'évaluation auquel vous pourrez avoir accès d'ailleurs, où parfois certains enseignants pris conscience en fait, d'un certain nombre de mécanismes qui se mettaient en place et ont fait aussi ressortir à la fin leur sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que voilà, individuellement, il y a ce qu'ils peuvent faire et quand ce sujet, quand le cadre de l'action n'est pas porté par l'institution, bah, c'est très difficile en fait d'agir ou de faire changer les pratiques. On peut le faire à son niveau individuellement, mais quand ce portage-là ne s'effectue pas au niveau de l'institution, bah, pour les personnes, parfois, ça peut davantage les renvoyer en fait à une forme d'impuissance. Voilà. Donc c'est pas un enseignement très très positif, mais en tout cas, ça montre à quel point c'est essentiel quand on se lance dans des projets comme ça aussi de pouvoir avoir l'institution et l'autorisation à agir voilà, avec l'institution pour engager du changement de pratique après. Voilà. Qu'au niveau individuel, ça ne suffit pas de former les personnes, d'engager avec eux ce travail-là, quoi. Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était un sujet tellement sensible et comme vous le dites, hein, je retiens ce que vous disiez, donc le savoir et la connaissance ne suffisent pas justement pour, entre guillemets, parler
de discrimination et notamment dans l'orientation. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendable de la part de professionnels de l'éducation nationale. Et effectivement, si c'est l'affaire que de personnes, j'ai envie de dire, c'est déjà bien. Mais si c'est pas forcément reconnu au plus haut niveau de l'institution, effectivement, ça risque de poser des problématiques, au moins pour parler un langage commun, à ce niveau-là. Donc, en tous les cas, merci de retenir aussi les enseignements qui sont pas forcément, positifs. Ça permet peut-être de réactiver, de poser un regard différent et puis d'aller vers d'autres perspectives. Mais ça sera la question numéro 3. Donc pour poursuivre notre tour d'écran, madame Zanardo, coordinatrice de la Cité de l'emploi de Strasbourg, bah, pareil, je change pas de question. Quel bilan analytique et enseignement de l'action vous pouvez, nous partager et quels effets, produits sur les publics et les partenaires, bah, toujours dans cette idée de coopération? Alors pour reprendre, je vais rebondir sur l'idée de coopération, hein, parce que déjà, c'était une action concrète avec la cité éducative et des représentants de l'éducation nationale et vraiment c'est une journée qu'on a construit ensemble. On a eu un travail, préparatoire assez important pour que cette journée, se passe bien et en s'entourant aussi, de partenaires, tels que Speaker qui, a, fait le tournage, des témoignages, mais également qui était présent sur la journée pour faire, justement un retour en images, de l'action. Et puis, Déclic qui est une association, qui œuvre sur le territoire pour, justement, parler de l'orientation, donc qui porte une action, qui s'appelle la caravane de l'orientation et qui, aussi aide à la recherche des stages de troisième pour, encadrer, le jour dit. Donc ça, c'est, vraiment déjà, c'est une première collaboration. La deuxième, c'est avec l'éducation nationale. On a travaillé sur un questionnaire, pour les collégiens et pour les collégiens surtout d'ailleurs, pas les lycéens. Et ça, je vais revenir, sur les les axes d'amélioration, pour que, ils puissent, avoir un premier support pour aborder les professionnels. Parce que on vient là en groupe, d'accord, mais poser ces questions, faut le faire seul. Et comment on le fait? Et qu'est-ce qu'on aborde avec les professionnels pour connaître les métiers? Pour des collégiens, c'est pas évident. Donc, il fallait leur donner un support accessible pour pouvoir justement, entrer en relation avec ces professionnels qui étaient tous bienveillants et qui étaient vraiment mobilisés, puisqu'on a quand même eu, plus de 50 professionnels présents, hein, sur cette journée, donc, aussi une grande mobilisation de l'hôpital, qu'il faut souligner. Les professionnels étaient ravis de cette journée, de pouvoir avoir, ce temps d'échange, différent en fait, avec, des personnes en devenir en fait et de pouvoir leur donner des clés aussi, pour, leur orientation. Hem À noter aussi que, Pôle emploi était présent et que, il a animé, des sessions aussi avec des collégiens. Vraiment un public nouveau pour eux, puisque, nous avons enfin Pôle emploi a des rencontre des demandeurs d'emploi âgés, de 16 ans. Et donc, voilà, ce n'est pas, sa mission première d'aller en classe pour, s'exprimer. Donc, ça, c'est aussi, un fait important pour parler réseau, par exemple, pour rechercher un stage, il faut développer son réseau et qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est, des notions comme ça qui ont été abordées ce jour-là. Alors, par rapport aux critères de réussite, on a préparé les collégiens, mais pas forcément les lycéens parce qu'on pensait que, les professeurs principaux, allaient le faire avec, leur classe et là, voilà, c'était un peu hétérogène par rapport aux différentes classes qui se sont, succédées et puis, peut-être, recadrer en fait avec, l'hôpital en fait l'action, parce il y avait plusieurs objectifs qui étaient définis, la promotion des métiers, mais aussi le recrutement et le fait que les DRH soient présents sur un stand, bah
nous a induit un peu en erreur. On pensait que les recrutements allaient se faire là et en fait, ils le renvoyaient sur leur site et le renvoi sur le site, bah, ça casse toute la dynamique, de voilà, du recrutement, de l'entretien, enfin, et ben, pour, avoir des résultats très difficiles aussi puisque certains, bah, voilà, passer sur un site, ça décourage. Par contre, bah, l'appui, de la sous-préfète pour la mise en place préalable, c'était vraiment un facteur clé de réussite, parce que, l'hôpital a adhéré, suite à cette demande. La Cité de l'emploi et la Cité éducative se seraient présentées, peut-être à la porte de l'hôpital en disant: «On voudrait faire une action avec vous», peut-être que ça n'aurait pas, marché aussi bien. Après, par rapport aux partenaires, du territoire, les acteurs de l'emploi et de l'insertion, vraiment, il y a eu, un engouement pour cette action parce que c'est une action concrète. L'hôpital s'ouvre sur le territoire. C'était vraiment permettait à un public qui avait pas forcément accès à l'hôpital de pouvoir, justement, y être présent. Et ça a vraiment, permis une belle dynamique d'orientation et de la part de la plus enfin, de tous les acteurs. Ce n'est pas toujours enfin, ce qui n'a pas été le cas sur d'autres actions, précédemment, réalisées. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Ce que je retiens de votre intervention, c'est, l'élan porté par la sous-préfète, qui a réussi à embarquer, tout le monde dans sa volonté justement heu de faire travailler les gens ensemble, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire, que ce soit les acteurs de l'insertion, de l'emploi et ce qui est intéressant que c'est justement que ça a répondu à un réel besoin, à tel point que tous les partenaires, ont véritablement joué le jeu et même ceux pour les publics qui ne sont pas forcément leurs propres cibles, les jeunes, collégiens notamment. Enfin, c'est pas du tout le public du pôle emploi. Donc, en tous les cas, merci pour ce partage des enseignements et on espère qu'il y aura d'autres éditions, dans les années à venir parce qu'il y a changer le regard aussi sur l'ensemble des métiers, des of de l'hôpital qui ne sont pas que les métiers, du soin ou de la médecine. Je trouve ça, particulièrement intéressant. Donc pour la 2e série de questions, pour ma part, c'est terminé, pardon. Je te redonne la parole, Christophe, pour, voir s'il y a des remarques, dans le chat ou des questions. J'invite les participants à poser des questions, à faire leurs, commentaires. Pour l'instant, je n'en vois pas, mais ça va venir. Je vais peut-être, commencer les questions. Je vais animer le chat, hein. Peut-être une question pour, Marie-Paul, peut-être, on voit qu'il y a une dimension coopérative très forte entre alors tous les partenaires, mais notamment entre les 2 cités, emploi éducative. J'ai l'impression que ça a bien marché, en tout cas sur le plan quantitatif, enfin, Mmh. c'est assez, Oui. spectaculaire, je trouve. Et comment on fait pour évaluer une action de ce type-là? Ou, enfin, je devine les difficultés à mesurer l'impact. Est-ce que vous vous êtes questionné collectivement là-dessus, sur la mesure de l'impact auprès des élèves, auprès des demandeurs d'emploi et auprès des partenaires engagés? Oui, alors on voulait mettre un questionnaire, justement en place à la sortie, pour, les demandeurs d'emploi. Un certain nombre l'ont rempli, mais pas suffisamment pour que ce soit vraiment représentatif et ça, c'est un peu, voilà, c'est dommage. Notamment parce qu'on souhaitait, en fait, aussi, l comment dire? Pouvoir avoir une trace de leurs besoins aussi. Ils étaient venus parce que, ils voulaient, peut-être être recrutés, mais aussi obtenir de l'information sur la formation professionnelle ou continue, enfin initiale ou continue, puisqu'on avait un stand, justement, des EFSI qui étaient présents, et juste pour, informer, et donc pouvoir faire suite en fait, à leurs demandes. Et ça c'est voilà, ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu, suffisamment de répondants. Après, il y a eu des retours en classe, auprès, des collégiens et des lycéens, et donc là, le retour en classe, c'était vraiment
qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous allez vouloir vous orienter? Est-ce que vous voulez un stage? Il y a certains enfants qui ont dit que ça leur avait permis de découvrir des métiers et que ça, c'était vraiment bien pour eux. Parce qu'ils se posaient, ça commence, enfin, les questions commencent à se poser là, hein, sur l'orientation. C'est tôt, hein, mais c'est déjà la période. Certains auraient souhaité obtenir des stages au sein de l'hôpital. Ça, c'est un des regrets. On n'a pas réussi à le mettre en place parce que, en fait, le forum étant assez tard au second semestre, en fait, hein, il était fin octobre. La plupart des stages de troisième avaient déjà eu lieu, en fait. Le temps de faire le bilan, après, pour les derniers, c'était trop tard. Le- voilà, ça c'était passé. Et l'idée de stage perlé que l'on avait, c'est-à-dire un petit groupe qui fasse différents services, pas le médical, mais qui puisse voir la radiologie, qui puisse aller en administratif, qui puisse voir des gestionnaires, comptables. Ça n'a pas pu se faire non plus, et c'est un regret. Voilà, la déléguée de la préfète a changé et donc le fil s'est un peu perdu là. Alors, du coup, Marie-Paul, j'enchaîne sur la troisième question parce qu'on y est presque là. Comment vous envisagez la suite? Alors, est-ce que cette action elle va se refaire? Mais si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment en termes de peut-être de calendrier? Vous venez d'en parler. Mm. Quels ajustements on pourrait faire pour aller plus loin et peut-être faire en sorte que ça matche un peu plus, par exemple sur les stages de troisième ou sur dans d'autres domaines? Comment ça se dessine pour la suite? Alors pour la suite, déjà, il y a une relation qui s'est renouée avec Pôle emploi. Durant cette journée, ce qui a permis en fait qu'il y ait un job dating cette année fait, puisque l'action avait lieu l'année dernière, hein, cette année en fait pour faire du recrutement en tant que tel. Et donc, pas avoir deux objectifs sur la même journée, parce que ça, c'est quand même difficile, en fait. Donc, ça éclaircit les choses. Et là, ils ont fait du recrutement. Ils ont rencontré plus d'une quarantaine de personnes. Ils sont très contents de cette matinée. Et ça, je pense que c'est quand même un effet important aussi. Voilà, ils ont retrouvé la nécessité de passer par cet opérateur pour faire du recrutement et d'ouvrir un peu aussi leur porte aux demandeurs d'emploi. Après, je pense que si c'était à refaire, il faudrait rappeler l'objectif et le travailler vraiment aussi avec les classes qui vont venir. Parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas forcément quelle classe allait venir et le travailler en amont pour que les jeunes soient préparés et que ce soit vraiment du qualitatif pour eux et pour les professionnels. Parce que même si les professionnels sont très contents d'avoir parlé de leur métier, qu'on puisse après leur dire aussi, ben voilà, il y a des lycéens sur Parcoursup, ils ont demandé, enfin, être infirmière, à faire médecine, voilà, là, on puisse suivre en fait vraiment bien l'action. Et ça, je pense que c'est important pour faire ce retour, pour permettre en fait un renouvellement. Parce que quand on n'a pas de résultats tangibles, c'est plus difficile à négocier en fait, je pense. Et certainement de réinvestir ça comme projet avec les acteurs institutionnels, hein. C'est la préfète qui avait négocié et initié le premier rendez-vous. Comme le directeur général des US a changé, peut-être que c'est à elle de reprendre, à la nouvelle préfète, hein, en charge à l'égalité des chances, de reprendre contact avec le directeur général pour renégocier le fait qu'on puisse le renouveler, puisque ça, Du coup, c'était un facteur clé de réussite la première fois.
Ouais, et du coup, cette action aujourd'hui, vous ne savez pas si elle va être reconduite en l'état? En C'est pas du l'état, tout c'est pas garanti, non? acté. Non, c'est pas garanti. Cette année, on n'a pas réussi. On a réussi à mettre un job dating avec Pôle emploi, mais pas la découverte. Bien, merci Marie-Paul. Vous restez avec nous parce qu'il peut y avoir des échanges croisés. Je vais me retourner vers Pascal Rousset. Euh, Tout à l'heure, vous nous avez parlé dans le bilan analytique là, de votre action dans les QPV. C'était assez mitigé. Enfin, vous nous l'avez présenté comme ça en tout cas. Et vous avez mentionné cette difficulté du aller vers. Et alors, ça fait vraiment écho à ce qu'on s'est dit il y a 10 jours, là, le 7 décembre dernier, au premier webinaire, où Fabrice Ray était revenu sur 2 retours d'expérience. Donc Fabrice Ray, ancien directeur d'une maison de l'emploi à Dijon, qui est aujourd'hui consultant et qui accompagne et évalue des expérimentations, notamment de Aller Vers, et qui en a évoqué 2 où le bilan était assez négatif. Et donc, il mettait en avant des conditions de réussite pour que ça marche mieux à l'avenir, et notamment de travailler, ce que vous disiez, en fait, plus finement avec des acteurs, mieux connaître la réalité terrain des quartiers, y compris parfois de ce que c'est que le rue par rue, et qu'il y a des logiques de jeunes très différentes d'une rue à l'autre et on peut ne pas les mobiliser de la même manière. Donc du coup, comment vous imaginez travailler demain sur l'action, la deuxième action que vous nous avez présentée, mieux travailler avec les relais locaux, avec vos nouveaux collaborateurs aussi dans les 5 régions que vous avez évoquées, mais aussi avec les autres antennes régionales qui n'ont pas forcément de collaborateurs dédiés. Comment vous imaginez des ajustements pour mieux toucher les jeunes des QPV? Alors, effectivement, il y a une grande partie de la réponse qui sera dans la discussion avec Alix de la NCT, parce que je pense qu'il faut que. Alors là où il y a des chargés de mission, on va justement mailler plus finement, faire le point avec eux, s'ils ont pris contact et attache avec toutes les, les cités de l'emploi en question, puis globalement au niveau national. Alors il faut savoir que dans le suivi qu'on fait, je fais un suivi beaucoup plus fin grâce au tableau de la NCT et remouliné par notre propre système d'information. J'ai le suivi non seulement du nombre de jeunes en QPV qui ont été accompagnés à l'APEC par région, mais je l'ai par cité de l'emploi. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une base de discussion très fine, par exemple, cité de l'emploi de Strasbourg. Ben, je sais que, alors, c'est intéressant parce que je sais combien dans la zone d'achalandise de la cité de l'emploi de Strasbourg sont QPV et hors QPV, ce qui me permet d'avoir un taux quelque part de QPV par rapport à des jeunes qui sont accompagnés sur la même zone et qui seraient hors QPV ou proche QPV. Vous voyez la mécanique. Donc ça permet d'avoir une discussion sur, ben, par exemple, dans telle ou telle région, dans telle ou telle, plutôt dans telle ou telle cité de l'emploi, mais il y avait un taux qui n'était pas forcément de jeunes pris en charge, entre guillemets, accompagnés, qui n'était pas forcément en lien avec la réalité. J'ai en tête un exemple très précis avec Toulouse. Toulouse, où il y a une cité de l'emploi, bien sûr. Il y a encore 2 ans, on avait très peu de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville qui étaient accompagnés sur l'ensemble des jeunes de Toulouse. Et alors que maintenant, grâce à ces contacts, ben, on a vraiment un taux qui est tout à fait cohérent par rapport à la population représentée. Donc, première chose, c'est retravailler avec les cités de l'emploi, euh, grâce à nos consultants, alors chargés de mission QPV ou chargés de mission en général, puisqu'on a quand même une autre des collègues qui sont sur l'ensemble des sujets de la PEC, hein, j'ai envie de dire. Donc retravailler là-dessus plus finement encore. Euh, Essayer alors, parfois, il faut convaincre aussi. Hein. Et on l'a constaté, c'est logique, certaines cités de l'emploi et oui, certains intermédiaires comprennent pas très bien notre apport. Ils ont tendance à penser que comme on est sur des diplômés, comme on est sur des diplômés en plus du supérieur, bac plus 3 et plus, hein, que finalement, y a pas, on est sur des populations qui ne présentent pas des facteurs de risque ou très peu. En tout cas, ils sont pas assez connus. Donc parfois, on vient un petit peu troubler le jeu, j'ai envie de dire, en disant mais bon, oui, mais enfin bon, l'enjeu il n'est pas là, l'enjeu il est sur les non diplômés, sur les ni en emploi ni en formation. Enfin, vous connaissez le sujet, hein, ceux qui sont portés par des grands programmes d'État, par exemple. Hein. Alors, il faut aussi
expliquer, convaincre parfois que, bah non, c'est important quand on a un grand frère ou une grande sœur qui a fait un bac+4 et qu'elle n'a pas un emploi à la mesure de son talent, entre guillemets, ou de son diplôme, bah c'est très négatif pour l'ensemble de la structure de proximité, la famille et puis au plus loin le quartier. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est dire non, les études en France sont le meilleur des ascenseurs sociaux. C'est pas autre chose. En tout cas, avouable. Donc, c'est important ce discours-là, il faut le passer, il faut le passer. Donc, là-dessus, on va retravailler. Comme je vous ai dit, on va mailler avec un bailleur social pour voir comment on peut étendre les actions. Et puis, alors, nous remonte comme retour du terrain que ces jeunes-là seraient intéressés fortement par des mises en relation. En gros, job dating, job dating. Alors, je mettrai un bémol, parce qu'on nous dit ça, mais quand on fait du job dating, parfois, on n'a pas non plus, j'ai un exemple, Craig n'est pas représenté, je pense, dans l'auditoire, mais on a fait à Creil un job dating avec NQT. Ça a été très, 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 très compliqué, avec 9 entreprises, hein, et c'était extrêmement compliqué, pour pas dire plus que compliqué, d'avoir des jeunes. Il a fallu que encore une fois, que l'on prenne des jeunes qui n'étaient pas du tout dans le spectre et ni dans l'attendu au départ des entreprises. Donc, même un job dating, c'est pas forcément la solution miracle, quelque part, hein. Donc, on a ces sujets-là. On a un autre sujet à questionner qui est quand même, on a des demandes plutôt émanant à affiner tout ça, émanant de femmes, de jeunes femmes, sur le oser, sur la réassurance, sur la possibilité de pouvoir défendre leur parcours, voilà, qui serait plus porté par les femmes que par les garçons, ou du moins plus affiché en l'occurrence, hein. Donc on a quand même quelque chose qui touche aux codes sociaux et sur lesquels on pourra apporter des choses. Donc voilà, donc réfléchir sur l'offre de services entre guillemets, sachant que c'est compliqué, hein. Je prends un exemple très simple, hein. Dans un quartier prétoire de la ville d'Amiens par exemple, hein, où il y a une forte densité, hein, eh bien ils ont fait un appel sur un des quartiers pour un atelier en proximité. Il n'y avait personne, personne. Donc c'est quand même vous dire que c'est vraiment un travail de fourmi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut traiter en flux continu, c'est-à-dire que être repéré par les acteurs du terrain et qu'ils puissent nous les envoyer individuellement. Et après, on peut envisager peut-être des choses plus collectives, mais je pense que voilà, il faut créer un flux continu, qualitatif, et qui passe par une relation de confiance, hein, et de connaissance de ce que l'APEC peut apporter. L'APEC est gratuit. Bon, par exemple, ça peut être inhibant. Alors, une chose toute bête, hein, je partage avec vous, l'APEC, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres. Rien que ça, une partie de ces jeunes-là dit c'est pas pour moi. Parce que cadre, pour eux, ça veut dire que costume, costard, costume, cravate, ça veut dire travailler dans la finance, travailler dans la banque, ça veut dire peut-être travailler dans l'industrie, mais ça ne veut pas dire travailler dans une association. Ça ne veut pas dire aller dans l'ESS. Parce que ce n'est pas pour eux des cadres. Alors que, désolé, mais quand on est responsable d'association, quand on travaille dans une grande association, qui soit dans l'ESS ou pas, eh bien, on est cadre, hein, c'est en fonction de sa compétence, du poste qu'on occupe. Et ce n'est pas une question de statut qui serait lié à je ne sais quel secteur d'activité. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments qui sont peu connus. Donc, si en plus ils pensent qu'on est payant, que ce n'est pas pour eux, ça fait quand même beaucoup. Merci Pascal. J'en profite pour mentionner la ressource qui est partagée dans le chat, qui est donc votre dernière étude actualisée sur les diplômés du supérieur issus des QPV et qui présente très bien justement tous ces freins, toute cette absence de codes sociaux, de codes culturels dans le monde de l'orientation, dans le monde de l'éducation supérieure, dans le monde de l'entreprise, qui font que ces jeunes qui ont pourtant souvent des beaux parcours, à un moment donné, viennent se heurter à des difficultés qui sont souvent assez invisibles. Et je trouve que la note qui a été produite par vos services est très éclairante là-dessus. Et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire sur le job dating, et ça fait le lien avec Strasbourg, c'est que tous ces événements qui sont souvent très utiles
pour être couronné de succès nécessite, vous l'avez dit, un travail très, très fin avec les partenaires, un travail de coopération avec, des acteurs de terrain, mais de terrain de rue, de rue, de travailleurs sociaux, d'EduxP, d'animateurs dans les clubs sportifs, dans les structures culturelles pour que, à la fois l'information, elle descende Exactement. bien Ouais, tout à fait. et que l'humain, la proximité entre ces éducateurs et les publics dont on parle, cette relation de proximité, elle soit un vrai levier pour qu'ils viennent aux événements. Sinon, ça fait quand même Tout à beaucoup fait. d'énergie pour des résultats qui sont parfois décevants. Pascal, vous voulez réagir? Alors, je vais juste conclure sur une chose quand même. Oui, juste conclure sur le fait que faut pas entendre dans mon intervention que tous les bacs plus 4, 5 des quartiers prioritaires de la ville sont dans de mauvais postes ou sont pas à leur niveau de rémunération ou sont au chômage. Bien au contraire, bien au contraire, hein. La réalité, c'est que QPV ou pas, lorsqu'on a un bac plus 5, on trouve un emploi à bon niveau, etc. Il faut être clair là-dessus, hein. Mais la question n'est pas là. Elle est vraiment sur ceux qui, justement, ont le plus besoin, ceux qui sont, vous savez, ceux qui ont eu le bon accompagnement ou qui ont déjà fait des. Alors, il y a aussi l'étude qu'on a suivie. Est-ce qu'on a fait une école de commerce ou est-ce qu'on a fait une université ou est-ce qu'on a. Bref, donc ça joue aussi beaucoup, hein. Mais bref, si on a déjà un capital, il n'y a pas de souci. C'est pour ceux qui vraiment sont les plus démunis, qui sont ceux qui justement ne vont pas aller vers. C'est ceux-là qui vont être le plus difficile à toucher. Je vais peut-être finir juste une petite information. On a fait quelque chose avec le CNUS pour s'adresser que aux boursiers. Pareil, une action de type webinaire à distance. Au départ, on ne voulait toucher que les boursiers de niveau 7 et 6, donc ceux qui ont le plus haut niveau de bourse, qui ont des critères sociaux, hein, vous connaissez les plus importants. Le CNUS nous a dit entre nous, hein, que ce n'était pas la bonne cible parce que c'était peut-être là qu'il y a encore moins de mobilisation. Alors, pour vous dire, c'est là que c'est ceux les plus fragiles, les plus fragilisés, et c'est ceux-là dont on parle finalement, qui n'y viendront pas naturellement. Voilà. C'était juste pour rétablir et pas donner une image trop négative et qui serait fausse. Merci Pascal. Stéphanie, je vais te redonner la parole sur des questions dans le chat, mais je vais donner la parole à Sophie Gourlaouen pour parler des perspectives, s'il y en a, des ajustements sur l'expérience engagée à Villeurbanne. Comment ça se dessine pour la suite? Ou est-ce qu'il y a une action qui est envisagée dans le prolongement de la démarche que vous venez de nous présenter? Il y a la publication des recherches actions quand même qui sont intéressantes aussi à pouvoir diffuser. À ce stade, voilà, ça fait partie des perspectives. Peut-être aussi de diffuser ce qui nous a semblé intéressant. Alors, je reviens sur la formation. C'était pas suffisant, mais c'est nécessaire néanmoins. Enfin, voilà, quand on mène une politique de LCD, la formation, c'est toujours une étape importante. Ça montre que ça ne suffit pas à faire changer en fait les pratiques, mais qu'évidemment, c'est une étape essentielle. L'analyse de la pratique aussi, enfin, je veux dire, avec les professionnels, entre pairs qui s'observent, etc. Ça a été aussi des moments très intéressants, en fait, euh, pour les personnes. Il y a sans doute aussi quelque chose à construire au niveau des parents d'élèves. On voit bien comment dans ces projets-là, la mobilisation, l'information, en fait, des parents est importante. Il y a le partenariat peut-être avec l'éducation nationale aussi à construire, en fait, qui est aussi une pièce très importante dans la réussite en fait d'un projet tel que celui-là. Il y a eu des changements en fait d'inspecteurs d'académie pendant ce projet. Celui qui était là à l'origine, il avait dit la bonne nouvelle quand on est une partie du problème, c'est qu'on est aussi une partie de la solution. En fait, de se positionner aussi dans cette logique-là, c'est très intéressant, en fait, voilà, de pouvoir aussi se positionner comme ça. Et sans doute, il y a quelque chose, voilà. Ce que je trouve aussi intéressant avec le projet, c'est que parfois, ça vient aussi compléter un référentiel et une approche. En fait, concernant l'orientation des jeunes, on entend aussi beaucoup, enfin moi je ne suis pas tout spécialiste sur ces questions-là, mais d'autocensure, de pensée limitante, de défaut d'ambition, de ci, de ça. Bon, bah là, clairement, sur le projet en fait, de Rio, ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est justement parce que les jeunes et leurs familles, ils ont de l'ambition en fait, pour eux qui vivent parfois certaines orientations, en fait, avec un fort sentiment de discrimination. Enfin, voilà.
et, et pouvoir objectiver aussi un certain nombre de choses est vraiment intéressant pour progresser en fait dans la connaissance et les freins non pas individuels en fait des personnes, mais les freins que les personnes peuvent rencontrer en fait dans leur parcours, leur orientation et demain évidemment dans le métier qu'ils ou elles seront amenés à occuper. Je réponds pas tout à fait peut-être à votre question, c'est plutôt voilà des enseignements. Cela étant, je vous invite, comme moi-même, j'étais pas, comme je l'ai dit, à la manœuvre sur ce projet. Il y a l'ancienne directrice Marie-Christine Serrato de Benedetti qui a piloté le projet. Il y a Éric Sédier d'ISM Quorum qui l'a évalué, qui sont intervenus lors de la journée de restitution en fait des différents projets qui avaient été retenus par le FEJ dans le cadre de l'appel à projet. Voilà, tout ça est en ligne. Et c'est aussi très intéressant de les entendre eux directement, avoir leur retour sur ces 3 années en fait d'expérimentation. Il y a les professeurs aussi qui ont travaillé sur le sujet qui interviennent un peu. Voilà. Quand est-ce que la publication va sortir là? Les publications, elles sont, c'est en cours. C'est en cours. C'est J'ai imminent. pas de date. Voilà. Mais on ne manquera pas de les valoriser parce que quand on a préparé cet entretien, enfin, vous nous avez raconté des choses qui sont tout à fait intéressantes que vous n'avez pas eu le temps de déployer là, aujourd'hui, mais qui montrent l'ampleur du problème et un peu l'approche systémique finalement non dite de ces discriminations dans tous ces processus d'orientation. Du coup, c'est peut-être une dernière question quand même avec vous, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement, comment on capitalise sur ce que vous avez fait, qui est quand même une démarche, je l'ai dit, qui était super ambitieuse et qui a produit des effets, j'allais dire, sur les gens. Et comment on peut maintenir la flamme? Comment vous allez continuer demain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on perde les fruits de ce travail, quoi? Si. Il n'y a pas de, comme on l'a dit, c'est un sujet qui est quand même difficile, qui a rencontré aussi de nombreux freins. La diffusion peut-être aussi des résultats, de les publier, de continuer à essayer de porter avec les équipes éducatives qui avaient commencé à travailler sur ce sujet, avec les fédérations de parents d'élèves intéressés. Il y a comment est-ce que localement, sur certaines expérimentations, bah, on peut ensuite essayer de les relayer en fait à chaque fois que c'est possible, voilà, dans un cadre comme celui-ci, par la publication. Euh, je pense que c'est un chantier encore qui reste à mener. Voilà. On n'a fait que poser une petite pierre voilà, sur un sujet, je pense, qui est important et important pour les gens qui les vivent. Voilà. Merci Sophie. Vous restez avec nous. Le webinaire touche bientôt à sa fin. Mais on a encore quelques minutes pour débattre ensemble, échanger. Et je vois que tu as quelques questions. Stéphanie, je te laisse la parole pour les relayer. Oui, tout à fait. Alors, il y a surtout la ville de Montpellier qui est très dynamique dans le chat. Si vous en êtes d'accord, est-ce qu'il serait possible justement de faire intervenir Sabah Bouguerne pour nous parler de ce projet-là? Allons-y. Pour un témoignage flash de Montpellier. Est-ce que cette personne veut bien prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Donc Sabah Bonjour. Bouguerne, donc coordinatrice de la Cité de l'Emploi. Donc oui, je souhaitais juste voilà, faire un retour d'expérience. Donc oui, nous, ça fait la Cité de l'Emploi de Montpellier est en action depuis fin 2021. Et donc, dans ce cadre-là, je sais que ma collègue, Madame Fournier, est également sur la webinaire. Elle pourra également intervenir. Donc, on a financé dans le cadre donc, du service emploi et transition des entreprises, transformation des entreprises, des actions dans le cadre de la cité éducative. Donc, la cité éducative est positionnée sur le grand quartier de la Mosson de Montpellier. Et donc, l'expérience, j'ai parlé de 2 actions. Une action qui a eu lieu en 2023 et qui sera reconduite, on l'espère, en 2024. C'est les explorateurs des sciences. Donc, c'est une action qui est réalisée par les petits débrouillards. Et l'objectif, c'est de permettre aux collégiens qui vise à démystifier toute
tout le volet, le volet technologique, scientifique des sciences et des techniques. Donc, ça se passe comment? C'est surtout faire un lien entre les apprentissages qu'ils ont au collège et les métiers de l'innovation et de la technologie. Et donc, nous, notre participation se fait par le biais du BIC, du Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, il y a une visite qui est organisée auprès des entreprises innovantes qui sont incubées au BIC. Et donc, ça a permis en 2023 à 60 jeunes de participer à cette action et surtout d'aller à la rencontre de ces entreprises. Et pour certains, il y a même eu des propositions de stage de troisième au sein de ces entreprises. Donc ça, c'est une des actions et une des nouvelles actions qui devrait se mettre en place en 2024. Donc la volonté de M. Delafosse, notre maire président de la métropole, sur ces quartiers-là, c'est de valoriser des modèles de réussite. Et donc, on a souhaité le faire également dans le cadre de la cité éducative, par le biais d'une association basée sur la motion également. Donc, Kaina, qui est un média citoyen basé sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est d'inspirer et de montrer aux élèves, aux collégiens, l'importance de l'éducation par l'éducation scolaire, voire au plus, toute forme d'éducation, par l'intervention de modèles de réussite, donc des personnes qui sont issues des quartiers qui ont réussi à travers un parcours professionnel, un parcours d'insertion ou un parcours scolaire réussi. Donc, nous, notre rôle se joue sur la mise en relation avec des entrepreneurs de ces quartiers, mais également des salariés de grandes entreprises qui s'engagent déjà sur ces quartiers-là et qui sont issus de ces quartiers. Donc, plusieurs phases. Une première phase où les jeunes collégiens vont se préparer avec un journaliste qui est en résidence à Caïna pour ces interventions qui vont avoir lieu avec ces personnes modèles. Et, et troisième, donc première phase, c'est celle-là. Deuxième phase, ensuite, c'est une rencontre de ces jeunes, de ces collégiens avec ces personnes modèles afin qu'il y ait une présentation donc, de leur parcours et ensuite un débat qui peut se mettre en place entre ces collégiens et cette personne. Et donc, donc l'objectif et troisième phase, c'est l'intervention donc, de reporters citoyens numériques. Ce sont des personnes qui sont en service civique au sein de Kaina, qui vont faire des capsules vidéo de ces personnes modèles afin que ces vidéos touchent plus de collégiens. Aujourd'hui, ça va être à peu près 14 classes qui vont être touchées, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. Voilà rapidement les deux grandes actions aujourd'hui qui nous mettent en relation la cité éducative avec la cité de l'emploi et le service emploi-insertion de la métropole de Montpellier. Merci beaucoup d'être intervenu comme ça un peu à main levée. Donc, Oui. très bien. Après, il y avait des remarques notamment sur les liens s'il y avait des liens avec les cordées de la réussite sur les 3 expériences. Je ne sais pas s'il y en a eu. A priori, non. Non, Non. Ok, pour ma part, non. merci. Et puis, alors, quel lien avec la cité éducative? Ça, c'est intéressant pour le coup parce qu'on a plus ou moins abordé tout à l'heure. Alors, cela s'adresse à qui? Parce que Alors, moi, c'était vraiment en je sais collaboration. pas. Je sais pas à qui parce Ah. que c'est la question qui a été Non, posée. mais, Je me rappelle plus à quel moment mais l'intervenant était en train de parler. Marie-Paul est la mieux placée pour répondre en tout cas, parce que l'action Oui, est pensée comme ça. Oui, et vraiment exactement. penser avec la cité éducative, on l'a fait en collaboration à partir du moment où on a eu le deuxième rendez-vous ensemble, suite à la définition du besoin. Et on a vraiment créé toutes les étapes de cette journée et de l'événement ensemble.
Donc, avec la chargée même de mission de l'éducation nationale, tu es présente aussi à toutes les réunions. Ok, très bien, merci. Pour Il la n'y a PEC, plus de remarques. oui, pour la PEC, il n'y a pas de lien direct puisque on n'est pas à ce niveau d'intervention. Par exemple, Mhm. on a un partenariat signé avec le MESR, pardon, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pas avec l'Éducation nationale puisqu'on intervient après. En revanche, nous, c'est les sites de l'emploi qui sont notre partenaire privilégié. D'accord. Merci. Il n'y a plus de questions, de remarques dans le chat. Vous avez pu voir également dans le chat que Morgane vous a envoyé des liens sur les ressources illustrant les différentes expériences qui vous ont été présentées, plus un recueil de ressources également qui sont listées sur un document Word également que Morgane vous a mis dans le chat. Il est juste à télécharger en cliquant sur la flèche. Bon, eh bien, Stéphanie, on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, je pense que Bah, oui. merci. Merci pour la co-animation et Suzy, et merci surtout à nos 3 intervenants d'avoir pris le temps de participer à cette rencontre. Un grand merci et on suivra les suites, les productions, les publications, les valorisations, les expériences, les petits bébés qui vont naître, les petites graines qui sont semées, notamment à Strasbourg dans les prochains mois. Merci beaucoup. Et donc, Suzy, on te redonne la parole pour le mot de clôture. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup plus à dire que de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On ne va pas manquer de vous mettre à disposition l'enregistrement de cette visio et puis également de vous mettre à disposition aussi les ressources évoquées, que ce soit dans le chat, celle également du premier webinaire. Voilà, donc c'était juste ce petit rappel-là. Et n'hésitez pas, si vous cherchez déjà le premier webinaire, il est sur la chaîne YouTube des Cités Éducatives. Et l'autre arrivera dans les 24 heures. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Voilà. merci. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à